Nous abordons dans ce cours présenté en vidéo du fait de la fermeture administrative de la Sorbonne, la troisième partie de ce cours de philosophie politique consacré à la recherche de la définition de la démocratie, cours qui concerne les défis contemporains. Dans notre quête de la définition de la démocratie, nous avons commencé par entreprendre une sorte de voyage historique pour essayer de mettre en place, à travers, grâce plutôt à la définition de Benjamin Constant et l'opposition entre la liberté des anciens et des modernes, de définir les différentes strates qui composaient la démocratie contemporaine, une strate ancestrale, traditionnelle, une strate grecque bien sûr, une strate romaine et une strate théologique ou plutôt ecclésiale. Après avoir identifié cette genèse ou cette généalogie, cette archéologie de la démocratie, la deuxième partie consistait à poser les modèles contemporains. Les modèles contemporains, je le rappelle très brièvement, dans démocratie, il y a démos et kratos, et on peut considérer qu'il faut, première hypothèse, renforcer le démos et baisser le kratos. Ce premier modèle, je l'appelle le modèle de la démocratie radicale, et poussé à son terme, il produit à une philosophie politique anarchiste que nous avions étudiée notamment avec Proudhon. Deuxième attitude possible, inverse, qui consiste à dire que le démos est finalement moins important, ou plutôt ne sera représenté qu'à travers le kratos, c'est-à-dire le pouvoir, et qu'il faut mettre en scène, mettre en vigueur, remettre de la vigueur dans le pouvoir. Ce deuxième modèle, je l'ai intitulé démocratie illibérale, c'est un concept connu de la science politique contemporaine, et disons concerne aujourd'hui tous les débats autour des thématiques du populisme. Ce cours n'a pas été prononcé, il est néanmoins présent intégralement en ligne sur Moodle. Et puis troisième modèle, le modèle de la démocratie libérale, pour bien en saisir l'esprit, il s'agit précisément d'articuler et d'équilibrer la représentation, c'est-à-dire le peuple, et d'autre part l'efficacité du pouvoir. Et ce modèle d'articulation entre démos et kratos, qui est aujourd'hui, nous semble-t-il, c'est en tout cas ce qu'on dit et ce qu'on entend, en crise. Et donc, ce qui m'amène, à partir de cette description de la démocratie libérale et cette crise de la démocratie libérale, telle que nous l'avions présentée, à envisager les défis contemporains. Troisième partie. Et cette troisième partie va être organisée en fonction de 4 moments. Je vais traiter du premier ici, de ce que j'ai appelé dans l'introduction, le peuple méthode. Souvenez-vous de cette idée, le peuple méthode, c'est le peuple qui n'a pas de visage, n'est pas susceptible d'être rencontré dans la rue. On ne peut pas serrer la main de ce peuple méthode. Ce peuple méthode, c'est la manière dont les 3 figures du peuple, société, État et opinion, peuvent être régulées, peuvent être organisées par des règles du jeu, des règles de la vie démocratique, ou pour le dire différemment, ce sont les 4 éléments de la grammaire démocratique. La grammaire démocratique, sans laquelle effectivement aucun texte ne peut être écrit. Cette grammaire démocratique, je l'appelle en effet peuple-méthode. Et cette méthode comporte 4 étapes absolument indispensables. Je renvoie à l'introduction. Il faut des élections, il faut de la délibération, il faut des décisions, et il faut de la reddition de comptes. Élection, délibération, décision et reddition de comptes. Et évidemment, une démocratie parfaite serait une démocratie, ce serait son sens le plus rigoureux, qui aurait atteint un degré d'excellence dans ces 4 domaines, ce qui évidemment est extrêmement difficile et va inévitablement nous conduire à une forme de déception. Mais avant d'être totalement désespéré de cette démocratie, il faut bien comprendre l'esprit de ces 4 méthodes et de ces 4 étapes. Et c'est ce que je voudrais faire dans ce premier cours qui va être consacré spécifiquement, même s'il y aura peut-être une annexe dans un cours supplémentaire, à la question électorale. Pourquoi ? Donc élection, premier moment. Pourquoi ? Parce que nous avons spontanément tendance à définir la démocratie par l'élection. Quand on fait en quelque sorte un petit sondage dans la rue, on considère que le régime démocratique, c'est celui qui élit ses dirigeants. Or, il faut bien voir que cette définition est éminemment problématique. Elle est éminemment problématique parce que, dans toute la tradition de la philosophie politique, l'élection a été un mode de décision aristocratique et non pas démocratique.
pour les penseurs anciens, Platon et Aristote, le seul mode de désignation des dirigeants qui était à proprement parler démocratique, c'était le tirage au sort. Alors, ce tirage au sort revient à la mode, j'y reviendrai tout à l'heure, ou une prochaine fois, mais en tout cas, il faut bien percevoir pourquoi, en effet, et Platon et Aristote ont tout à fait raison, eh bien, l'élection représente un mode de choix des dirigeants qui est aristocratique. C'est extrêmement simple. Élection vient de eligere en latin. Eligere, ça veut dire choisir. Et en général, quand on choisit ou quand on cueille les légumes ou les fleurs, on choisit les meilleurs. Comment se dit meilleur en grec? Aristos, aristoi. Et donc évidemment, l'élection inévitablement produit un mode qui est un mode aristocratique. Ce n'est pas la seule raison. Quand on élit quelques-uns, pas tous. Comment se dit quelques-uns en grec? Ça se dit oligos, oligoi. Et donc, en effet, une démocratie qui utilise l'élection comme mode de choix de ses gouvernants produit une oligarchie, c'est-à-dire le gouvernement de quelques-uns. On pourrait ajouter un troisième argument qui témoigne du caractère extrêmement critique de cette identification entre démocratie et élection. Troisième élément qui fait que c'est ce qu'on appelle le paradoxe du vote. Plus une démocratie réussit, c'est-à-dire plus la base électorale est ample, et bien moins chaque voix a d'importance. Une sorte de bizarrerie, c'est-à-dire que la démocratie est une promesse pour chacun de maîtriser son destin, et en vérité, plus il y a de gens qui votent, plus ma voix devient insignifiante. Donc, vous voyez en quel sens, avec ces trois arguments, on pourrait considérer que, d'une part, l'élection démocratique historiquement est historiquement un contresens, voire un barbarisme, et d'autre part, qu'elle signe cette élection, l'échec de la démocratie, à sa propre promesse, c'est-à-dire maîtriser son destin. Donc ce sont ces objections, et je crois que ce sont ces objections par lesquelles on doit impérativement partir. On doit impérativement partir pour ne pas les négliger et pour bien avoir conscience que l'élection comporte une sorte d'anomalie en régime démocratique. Néanmoins, et c'est cela qu'il faut très profondément comprendre, cette élection qui est aristocratique par principe est devenue, au fil d'une histoire que je vais rapidement raconter, démocratique en pratique. Elle est devenue démocratique, c'est-à-dire que cette élection est devenue aussi démocratique que possible. Ce dont on peut avoir conscience par ce simple fait, c'est-à-dire que quand on considère que l'élection, comme on disait en 68, est un piège à con, bip bip devrait dire la vidéo, eh bien en fait, nous devrions tous, parce que nous sommes des êtres raisonnables, considérer que nous n'allons pas tomber dans le piège et qu'il faut très vite arrêter de voter. Or, certes, on est extrêmement attentif au fait que l'abstention monte, mais sans doute faudrait-il également être attentif au fait que les gens, malgré tout, continuent d'aller voter. Et que ce vote n'est pas du tout anecdotique. Voilà la vraie énigme. Pourquoi les gens continuent? Pourquoi? Peut-être nous continuons d'aller voter, alors même que la raison semble nous dire que c'est totalement absurde. Parce que précisément, il y a trois évolutions de ce processus d'élection qui se sont fait jour dans l'histoire et qui ont rendu le principe aristocratique de l'élection aussi démocratique que possible. Et ces trois évolutions sont, d'une part, l'évolution de la base électorale, l'évolution, deuxièmement, de la théorie de la représentation, et troisièmement, le déroulement et la théorisation du déroulement d'une campagne électorale. Quelques remarques sur ces trois points. Première idée, la base électorale. Elle est nourrie aujourd'hui par un principe one person, one vote. Une personne, une voix, on disait jadis un homme, une voix, ce qui était déjà un peu suspect. Une personne, une voix, ce qui est, pareil, évidemment tout à fait banal pour nous autres. Les citoyens ont tous des voix, ont tous des voix en tant que citoyens, mais qui a été pendant très longtemps une anomalie. Pendant très longtemps, tout le monde ne votait pas. Même
quelques-uns seulement votaient, et donc la détermination de cette base électorale était très problématique. Dans l'Église elle-même, cette distinction s'est passée. L'Église était probablement le régime qui a été le régime le plus démocratique de l'Ancien Régime. Enfin, en tout cas, le fonctionnement qui a été le plus démocratique de l'Ancien Régime. Et ce fonctionnement de l'Église est très important pour nous parce qu'il produit un certain nombre d'institutions qui ont été des institutions qui auront été, telles qu'on l'a vu dans le cours sur cette dimension, qui auront des institutions qui vont continuer de fonctionner par la suite. Le principe qui existait dans l'Église était le principe major et senior pars, pour choisir les dirigeants. C'est-à-dire exactement la part majoritaire et la plus saine. Major, majoritaire, et senior, la plus saine. Ce qui signifiait une chose très simple, c'est que, prenons le cas de figure, un petit monastère de campagne, l'abbé vient à mourir, l'ensemble des moines titulaires, si je puis dire, se réunissent, le chapitre, pour élire le nouvel abbé. Tout ça se fait de manière parfaitement démocratique. Chaque personne, chaque moine titulaire a une voix, on recueille les voix, et l'abbé est élu. C'est le principe majoritaire. Simplement, il y a aussi senior pars. Senior pars, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'évêque, qui dirigeait la circonscription, en quelque sorte, avait voix au chapitre en matière d'élection et qu'il pouvait, s'il le souhaitait, casser cette élection en disant « Certes, vous avez voté à la majorité, mais moi, je suis la voix la plus saine, c'est-à-dire la plus haute, sous-entendu la plus proche de Dieu, donc plus proche de la légitimité politique. » Donc, vous voyez en quel sens l'idée que chaque personne a une voix et que les voix pèsent le même poids est une idée qui est une idée récente, mais qui n'a pas été pratiquée par le passé. Et donc, le fait d'incorporer à la logique de l'élection le fait que tout le monde peut voter et que toutes les voix ont exactement le même poids est une idée proprement révolutionnaire qui démocratise assez largement le principe aristocratique de l'élection. Ça, c'est la première évolution. La deuxième évolution est celle dont on a déjà assez largement parlé, de la théorie de la représentation. L'idée qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'il y a deux types de mandats possibles dans un système parlementaire, ce qu'on appelle le mandat impératif. On élit quelqu'un pour porter sa voix, pour porter ma voix, il en est le commissaire, le porte-parole, et il ne peut pas sortir de son mandat. Le mandat est impératif. Si on lui demande de voter pour un régime de retraite par répartition, eh bien, il ne peut pas promouvoir un régime de retraite par capitalisation. Il sortirait de son mandat, et son mandat, ipso facto, est nul. Le mandat représentatif est tout à fait différent. Le mandat représentatif, c'est l'idée que les députés ne représentent pas les volontés explicitement exprimées de leurs votants, des gens qui ont voté pour eux, mais grosso modo, on leur délègue les pouvoirs pendant une durée déterminée. Ils ont les pleins pouvoirs. On leur fait confiance. Confiance pour s'adapter aux situations avec un mandat extrêmement large. Et on dit, voilà, c'est ce député, je lui fais confiance pour me représenter, mais d'une certaine façon, je lui donne l'intégralité, il est plénipotentiaire de sa faculté. Je m'en remets, pour ainsi dire, à son jugement. Et si ce député, je ne suis pas d'accord avec lui en cours du mandat, je n'ai aucun moyen de le révoquer. Il faut juste que j'attende, ce qui est également la limite possible, la réélection ou la non-réélection de ce député pour manifester mon mécontentement. C'est la théorie de la représentation, et cette théorie de la représentation, l'idée que le député ne représente pas ceux qui ont voté pour lui, mais dès lors qu'il était élu, le député représente l'intérêt général. Un député français ne représente pas sa circonscription, mais représente la France entière, l'intérêt général de la France. Eh bien, cette idée est absolument essentielle et était là à la base de nos régimes libéraux. Quand on lit la Constitution, l'idée de mandat impératif est absolument proscrite. Et donc cette théorie de la représentation, vous voyez en quel sens elle démocratise l'élection, elle démocratise l'élection dans la mesure où cette élection aristocratique fait que ces représentants ne sont pas les représentants d'un fragment de la volonté générale, mais sont les représentants de la volonté générale dans son ensemble. Donc ce sont eux-mêmes des parcelles de volonté générale et non pas des représentants d'intérêt particulier. Et en quel sens la représentation démocratise cette élection? Troisième évolution absolument décisive,
qui est l'élection de la campagne électorale. Je vais être très rapide sur ce point. Dans l'Ancien Régime, il y avait des campagnes électorales, mais elles avaient ce trait caractéristique d'être opaques pour des élections qui étaient publiques. Je veux dire par là que la campagne électorale correspondait pas à un certain nombre de règles. On pouvait négocier en douce, faire des 2-3 coups bas, lancer des rumeurs, bon, ça se fait toujours. Mais voilà, la campagne était extrêmement opaque. Et même, vous voyez, dans l'Église, l'idée même d'une campagne électorale était vue de manière un peu suspecte, parce que spontanément, l'ensemble des ecclésiastiques présents, des cardinaux pour une élection pontificale, devait être inspiré par Dieu. Donc il y avait une espèce d'évidence qui se manifestait, et donc on se disait, l'idée même de discuter de différentes tendances, c'était introduire, vous voyez bien l'idée, le diable dans l'Église. Le diable, c'est-à-dire celui qui divise, le spectacle de la division. Or, une campagne électorale, c'est le spectacle de la division, quelque chose d'absolument insupportable dans une Église qui se veut universelle et unie, une maison commune. Or, la démocratie instaure la campagne électorale comme étant le lieu de la division, l'espace. Il faut au contraire se diviser, il faut marquer le désaccord et surtout pas être dans le consensus. Donc vous voyez en quel sens un premier changement a lieu sur la campagne électorale qui d'une part est le lieu de la division, d'autre part obéit à un certain nombre de règles. Ne sont pas toutes les mêmes dans toutes les démocraties, il y a des traditions différentes, mais par exemple, pour ce qui est de la France, les dépenses de campagne sont extrêmement limitées, délimitées. Il y a des règles, il y a une durée de la campagne, au bout d'un moment, on doit s'arrêter. Il y a toute une série de régulations de cette campagne électorale qui vient du fait qu'elle est publique. Campagne électorale publique, et en revanche, vote secret. Le vote secret change tout, parce que vous voyez, situation Ancien Régime, si vous avez, après une campagne extrêmement opaque, vous êtes élu et quelqu'un qui vote contre vous, vous voyez qu'il a voté contre vous, et voyant qu'il a voté contre vous, vous êtes susceptible de lui faire un certain nombre de rétorsions après son vote, parce que vous l'avez bien identifié comme tel. Donc le vote contre était risqué, ce qui produisait dans l'Ancien Régime, et d'ailleurs aussi dans la République romaine, on l'avait rapidement vu, des phénomènes de fabrication de consensus. On voyait que la tendance allait dans la direction d'un camp majoritaire, et bien ce camp majoritaire, on se soumettait à cette tendance, à cette homogénéité, par peur de représailles, puisque tout le monde allait voir pour qui on allait voter. La démocratie change radicalement cette affaire, le vote est secret. Le vote est secret, on peut le rendre public si on le souhaite, mais le vote est secret, on le rend public en connaissance de cause. Et ce vote secret permet effectivement, une fois que la division a été bien mise au grand jour, de faire en sorte que chacun reste tranquille avec ce secret de son vote et que la société n'apparaisse pas divisée après le vote, puisque on est libre de ne pas dire pour qui on a voté. Donc voyez en quel sens, je termine par là, l'élection, principe aristocratique par excellence, comme méthode de choix du gouvernant, est devenue, dans la pratique démocratique, grâce à ces 3 ajouts essentiels, une base électorale complète, extrêmement large, tout le monde vote, dans les limites effectivement d'âge et éventuellement d'incapacité, mais disons la citoyenneté est la norme, et l'exclusion de la citoyenneté est l'exception temporaire pour les enfants, et parfois accidentelle pour ceux qui sont susceptibles d'être incapables de voter, notamment les personnes en difficulté psychique. Donc, premier principe, base électorale élargie, c'est la règle. Deuxième principe, le principe de la représentation, l'idée que la représentation n'est pas la représentation des intérêts particuliers, mais la représentation qui a toujours en ligne de mire l'intérêt général. Et troisième idée, la révolution d'une campagne régulée avec un certain nombre de règles, encore une fois, et qui est à la fois publique avec un vote secret. Voilà en quel sens l'élection représente le premier moment dans cette histoire du fonctionnement de la démocratie, mais nous allons voir dans une prochaine cours quelles sont aussi les difficultés inhérentes à cette élection. Je vous remercie.